Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va terminer notre revue des plus grandes capitalisations boursières françaises. Tout de suite, on passe en revue les critères du screener. On est sur l'ETF iShares MSCI France, des market cap comprises entre 20 milliards de dollars et 20 milliards d'euros et 11 milliards d'euros. On y va tout de suite et on obtient 10 entreprises. On va enlever comme d'habitude la colonne Price qui ne nous intéresse pas ici. Allez, on passe en revue les différentes colonnes du tableau. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars. On n'a pas l'info en euros dans ce tableau. Ça, c'est une limitation du logiciel que j'utilise, mais bon. La croissance en rythme annualisé sur 5 ans. 3 multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, le price earning, le price to free cash flow. 2 multiples de valorisation par rapport au stock. Alors, on va voir si ça nous est utile ici, ça a l'air pour ArcelorMittal, puisqu'on a une décote sur capitaux propres, donc on en parle après. La rentabilité en termes de rendement des capitaux investis, donc ça c'est une rentabilité plutôt opérationnelle. Le rendement des fonds propres, on va le mettre de côté ici, puisque c'est plutôt applicable aux sociétés financières. L'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, donc ça inclut les rachats d'actions ou les éventuelles dilutions, les free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio, c'est-à-dire le ratio de paiement du dividende par rapport au bénéfice net. Donc les free cash flow permettent de verser le dividende, donc il faut comparer les free cash flow par rapport au bénéfice net pour savoir si ce payout ratio est en fait bien ce qu'il est. Allez, on commence tout de suite avec la première entreprise de ce tableau. Donc, c'est ArcelorMittal, le sidérurgiste français qui fait l'actualité, français, franco, indien, néerlandais, puisque le siège social est aux Pays-Bas. On est donc sur une entreprise qui fait l'actualité récemment avec un plan de licenciement en France, 600 000 emplois qui vont être supprimés. Le secteur est en difficulté en Europe. Il y a des plans de la Commission européenne pour soutenir tout ça. La capitalisation boursière de l'entreprise est à 23 milliards de dollars. Décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ça ne veut pas dire grand-chose, cette croissance pour une société aussi cyclique. Donc, il faut prendre le cycle quand c'est en point bas, peut-être actuellement, et je le pense que c'est au point bas actuellement et que ça va rebondir. Il vaut mieux le prendre à ce moment-là plutôt que quand on fait de la croissance, justement. En termes de multiples sur flux, alors, il y a une contradiction entre les multiples. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 4,9. En price earnings, en ratio court-bénéfice, on est à 19, c'est pas très cher, mais en free cash flow, on est à 48,9. Alors, en ayant écouté le dernier conf call, on a une énorme dépense en capital qui est saisonnière. En fait, on a une énorme variation du BFR qui est assez saisonnière chez Arcelor. Les premiers trimestres sont assez traditionnellement négatifs en termes de free cash flow. Donc, ici, on va plutôt se fier au ratio court-bénéfice. Et encore, on a pas mal de dépenses non cash sur ArcelorMittal. Donc en fait, pour moi, le multiple le plus intéressant, c'est la valeur d'entreprise sur EBITDA qui est en dessous de 5. Donc on est complètement value sur Arcelor. En plus, on a une décote sur capitaux propres ou sur actifs tangibles. Donc capitaux propres tangibles ou actifs tangibles, puisqu'on a 50% de réduction sur les capitaux propres. Sur les actifs tangibles, on a 50% de réduction sur les capitaux propres tangibles. Donc vous avez pour 50% moins cher l'outil industriel d'ArcelorMittal. Donc ça vous apporte une marge de sécurité, et en plus vous n'êtes pas cher payé sur les flux. Donc moi je pense que c'est pas mauvais comme timing. Là vous voyez, la rentabilité elle est très faible, 2,6%. Mais ça c'est typique d'un bas de cycle. Vous pouvez avoir sur cette industrie, sur tout ce qui est lié à l'acier, des rendements des capitaux investis qui montent à 15% au cycle. La clé sur cette industrie, c'est de rentrer quand tout va mal, et c'est le cas actuellement. On est endetté à hauteur de 1,1 fois les bilans dette nette. Il faudrait vérifier ce chiffre-là dans la dernière publication. Je pense que c'est un petit peu plus que ça, ou un petit peu moins que ça d'ailleurs en réalité. Donc c'est pas si mal, on n'est pas trop risqué sur le bilan en plus. 2% de rendement du dividende, et 5,3% de rendement total de l'actionnaire, c'est-à-dire que le management fait des rachats d'actions pour les annuler, et donc ça rend le dossier attractif pour un actionnaire plutôt, à court terme, ça dérisque un peu le dossier vu qu'on a des rachats d'actions qui soutiennent le cours. Donc ça c'est bien. Free cash flow, un tiers de moins que les bénéfices nets, donc attention, le payout ratio, il est au-delà de 100%. On s'est un peu endetté sur les 12 derniers mois, on va dire, mais si les free cash flow vont être positifs, je pense, sur les prochains trimestres. Donc, ce payout ratio réel, entre guillemets, va être plus bas que ce que je calcule avec du 100%. Donc, ça sera en dessous. Donc, je pense que cette rémunération d'actionnaire est complètement soutenable, en fait, sur l'année complète. Pour moi, ArcelorMittal, c'est pas mauvais, comme timing, c'est intéressant, dans une optique plutôt value, voire deep value, c'est pas mauvais, je pense. ST Microelectronics, sur les semi-conducteurs, ils sont très exposés à l'automobile, c'est pour ça qu'ils sont en souffrance, c'est 20 milliards de dollars de market cap, 6,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas mal,
c'est modérément élevé, on va dire. Une valeur d'entreprise sur EBITDA à 6, donc on est value sur ST Microelectronics. On a un price earning qui est relativement cher quand même, hein. On a 20, mais je pense qu'il doit y avoir pareil des dépenses non cash qui impactent les bénéfices nets. Moi je pense qu'on va mieux considérer ce multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA. Les free cash flow sont faméliques, on est à 48 millions, hein, donc il y a une énorme dépense, soit il y a une énorme variation du BFR, soit il y a une énorme dépense en capital qui impacte les free cash flow, donc à vérifier. On a vraiment un capital investi qui est médiocre, on a 4,2%, on est en bas de cycle sur les semi-conducteurs et en plus sur l'automobile, donc difficulté c'est sûr que ST Microelectronics souffre. On est cash net, donc ça par contre ça dérisque le dossier. 1,7% de rendement du dividende, pas très intéressant, mais 4% de rendement de l'actionnaire, donc on fait des rachats d'actions pour les annuler, ça apporte un peu de soutien sur le cours. Payout ratio, en fait, il n'est pas soutenable, hein, ce dividende n'est pas soutenable vu qu'on a que 48 millions sur les 12 derniers mois, donc il va falloir voir sur les prochains trimestres si ça remonte un petit peu les free cash flow. Alors, moi je suis plutôt mitigé hein, sur ST Microelectronics. En termes de positionnement, sur le cycle, en termes de timing, c'est peut-être pas mauvais, mais comme ils sont exposés à l'automobile, c'est vraiment un secteur que je n'aime pas du tout, donc je suis plutôt à l'écart. Bolloré, donc là on est plutôt sur une société qui est une holding, hein, qui a des participations. Moi je pense que sur ce dossier, soit vous connaissez bien la galaxie Bolloré, toutes les holdings en cascade, et vous savez les OPA qui vont avoir lieu pour simplifier la structure. Si c'est pas le cas, je pense qu'il vaut mieux être à l'écart de ce dossier. On est sur 10,17 milliards de market cap. Décroissance avec manualisé sur 5 ans, mais ça veut rien dire parce qu'il y a des changements de périmètre assez constants. Le multiple qui est intéressant sur ce type de dossier, c'est le price earning, il est à 120, donc c'est complètement très survalorisé. Mais si vous regardez en fait, le plus intéressant en fait, c'est les décotes sur actifs tangibles, et il y en a une de 30%. Comme c'est une holding, il y a une décote de holding, c'est-à-dire que classiquement, quand vous avez une société qui a des participations en portefeuille, elle est valorisée en général moins cher que la somme des parties, parce que il y a l'impact du management qui peut faire une mauvaise allocation du capital. Donc traditionnellement, les holdings sont décotés. Vraiment des fonds propres assez faibles, hein. Ce que je note, il n'y a pas de dette sur cette holding à vérifier. Il y a un petit dividende pas très intéressant. Il y a pas le payout aussi qui est calculé. Bon, pour moi Bolloré, je mets directement en case trop compliqué, parce qu'il faut connaître la galaxie Bolloré pour y investir, ce qui n'est pas mon cas. Euronext, on est sur un des leaders pan-européens des marchés boursiers, hein. On est sur la plateforme d'échange, de trading, 19% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça inclut de la croissance externe, hein. Il faut l'avoir en tête, puisqu'on fait des acquisitions assez fréquemment chez Euronext. 18,6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est un peu cher payé, 28,6 en price earning, c'est un peu cher payé, 24 en price to free cash flow, c'est raisonnable, mais bon, les autres multiples sont un peu trop élevés pour moi sur Euronext. Je pense que le timing n'est plus très bon maintenant. On a eu un rattrapage de la décote sur, on va dire, les 3-5 dernières années. Maintenant, c'est plus un bon timing à mon avis. On a 8% en rendement des capitaux investis, ce qui est convenable, on va dire. C'est quand même une industrie qui est assez lourde en capital. On est endetté à hauteur de 1,4 fois l'EBITDA. Donc ça c'est le reliquat des acquisitions passées, on utilise la dette évidemment pour acheter des entreprises. C'est pas trop lourd comme endettement, donc je pense que ça va baisser en plus assez régulièrement vu qu'on est correctement rentable, hein, sur ce dossier. 2% de rendement du dividende, 2,2% de rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de rachat d'actions. C'est pas une rémunération d'actionnaire qui est très attractive à ce niveau. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc le payout ratio est plus bas que cela, donc on va pouvoir monter un peu la rémunération de l'actionnaire. Maintenant, je pense que sur Euronext, le timing n'est plus très bon. Il est plus très bon, il faut attendre un petit peu que les multiples se dégonflent. On est sur Bouygues ensuite, alors c'est plutôt un conglomérat plutôt qu'une société de construction et d'ingénierie, hein. On est sur 17 milliards de dollars de market cap, 8,4% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Je pense que ça c'est plutôt de la croissance externe, hein. La croissance organique est plus faible que ça, hein, en réalité. On est value en fait, hein, sur les multiples, 5,5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 15,1 fois les bénéfices, pas très cher, 4,7 fois les free cash flow. C'est quand même bas, hein, comme multiple. C'est une holding Bouygues, mais c'est une holding plutôt opérationnelle, hein. Ça peut quand même s'évaluer comme pas comme une société de portefeuille comme Bolloré, mais plutôt comme une société qui a plusieurs activités, on va dire industrielles. Le rendement des capitaux investis est quand même faible, hein, 5,3%, mais la plupart des activités sont des activités assez intensives en capital, donc c'est normal que le rendement soit un peu faible, la rentabilité soit un peu faible. 1,6 fois l'EBITDA en dette nette, c'est pas très lourd, je pense. Je trouve que c'est raisonnable comme endettement.
Alors apparemment il n'y a pas de dividende payé, mais en réalité si, puisqu'on a un payout ratio qui est affiché. Si c'est 67%, 68% en termes de payout ratio et que les bénéfices nets sont à 1,10, on doit avoir, à la louche, on doit avoir 500 millions de dividendes sur une market cap de 16. Bon, on doit être autour des, entre 2,5 et 3%. Mais il y a des rachats d'actions en plus, puisqu'on est à 5,5 en rendement de l'actionnaire, donc intéressant, hein, des free cash flow beaucoup plus élevés que les bénéfices nets, donc on a largement les moyens d'augmenter la rémunération de l'actionnaire. Oui, en fait, c'est pas si mal hein, comme profil. On aimerait avoir une décote sur actifs tangibles, même si c'est pas vraiment une holding de participation. Mais à ces niveaux de multiples, je trouve que c'est quand même intéressant. Donc peut-être à mettre en watchlist pour l'analyser. Ensuite, Amundi, donc le gestionnaire d'actifs français, 16 milliards de dollars de market cap, 6,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça doit inclure aussi une part de croissance externe, hein, puisqu'on avait racheté, il me semble, Lyxor à Société Générale. Donc ça a dû booster un peu la croissance. 6,4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 11,6 en price earning. C'est pas très cher, hein, ce dossier en fait. Hein. On a un rendement du capital investi qui est à 6%. Par contre, ça c'est pas terrible. Pour moi, on n'est pas sur une société qui est très intensive en capital. Je trouve que c'est un peu bas, hein, cette rentabilité. On a un rendement du dividende à 6%. Avec un rendement, alors on a 1,4 milliard de bénéfices nets, on verse un dividende de 6% sur une market cap de 16 milliards, à la louche ça doit faire pareil 500 millions peut-être, un truc comme ça. 500 millions, ça nous fait un payout ratio qui est à un tiers des bénéfices nets. Si je ne me trompe pas dans mes calculs, on a les sous pour verser ce dividende sans trop de problèmes. Amundi, pourquoi pas. Je sais qu'elle est dans le fonds France d'indépendance AM, donc et que les multiples sont quand même assez value. Donc à mon avis, si Egon se l'a mis en portefeuille, c'est qu'il y a du potentiel sur ce dossier, donc peut-être aller analyser plus en détail. Biomérieux, on est sur de la biologie, plutôt la partie industrielle de la biologie, hein. 16 milliards de dollars de market cap, 8,3% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ça inclut l'exceptionnel de la période pandémique, hein, donc maintenant on va retrouver une croissance un peu plus faible. 15,7 fois en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est quand même un peu cher payé. En price earning, on a 36 fois, c'est très cher, et 48 en price to free cash flow. C'est comme Sartorius, hein, je comprends pas pourquoi on est aussi chèrement valorisé sur ces dossiers. Hein. On a une rentabilité qui est correcte, tu vois, à 10%, plus élevée que Sartorius, avec du cash net au bilan. Donc pas de risque sur le bilan, un rendement du dividende qui est plutôt faible, hein, 0,8%. Bon, Biomérieux, pareil, hein, moi je comprends pas qu'on soit aussi chèrement valorisé, plutôt à l'écart de ce dossier. Ensuite, Renault. Secteur automobile, moi je pense que c'est un secteur à éviter à tout prix, surtout en Europe, vu la concurrence chinoise qui inonde le marché, et que on est surtout sur du moteur thermique et pas prêt du tout pour le moteur électrique, donc je vois pas trop d'avenir aux constructeurs traditionnels. 14 milliards de dollars de market cap, 0,25% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il n'y a pas de croissance sur l'industrie en général d'ailleurs. 11,7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 18,8 en price earning, mais ce qu'il faut regarder c'est plutôt les free cash flow, puisqu'en fait on est sur une industrie qui est complètement mature, qui a plus de croissance, donc on est en phase de génération de cash, hein, sur les automobilistes, les constructeurs automobiles, 3,4 fois en price to free cash flow, ouais, c'est des multiples très bas, hein. Théoriquement, vous achetez Renault en 3,4 ans, si on vous reverse tous les free cash flow, vous êtes à zéro sur votre coût d'acquisition. Bon. Décote sur actifs tangibles de 0,5. En fait, ça vient aussi du fait que les constructeurs automobiles ont beaucoup de cash, parce qu'ils ont aussi un bras financier. Ils ont aussi des actifs financiers dans les bilans de leur banque dédiée, hein, donc c'est pour ça qu'il y a des décotes. Maintenant, il faut aller voir la qualité des actifs tangibles. On a un rendement des capitaux investis à 8,4%, en soi c'est pas si mal, hein, mais alors la dette qui est ici, je la prends pas du tout en compte, hein. Là je suis quasiment sûr que ça inclut de l'IFRS 16, c'est-à-dire des loyers, donc il faut retraiter cette dette-là. On peut pas prendre cette valeur comme ça. 4% de rendement du dividende, ouais, ça peut être intéressant. 5% de rendement de l'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions. On est sur 4,3 milliards de dollars de free cash flow contre 780 millions de bénéfices nets. Donc on a largement les moyens de sa rémunération de l'actionnaire. Maintenant, Renault, pour moi, c'est trop compliqué, et le secteur automobile, c'est trop compliqué. Dans le secteur automobile, j'inclus aussi les équipementiers, qui sont aussi en difficulté, hein, qui subissent la pression des constructeurs automobiles, donc à éviter. Bureau Veritas, on est sur, on va dire, c'est des services de certification en réalité, donc ISO et compagnie. 14 milliards de dollars de market cap, c'est un nouvel entrant, hein, d'ailleurs dans le CAC 40.
On est sur une croissance plutôt moyenne, mais qui a le mérite d'exister. 4,8% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas si mal. 12,7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, pas si cher payé. On a 24,4 en ratio court-bénéfice et 16 en ratio court-free cash flow. 13,1% de rendement des capitaux investis. Très bonne rentabilité sur ce dossier. Même en rendement des fonds propres, on est presque à 30%, c'est excellent. On a un petit peu de dette, mais rien de très lourd. 1,2 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est pas mal. 3% de rendement du dividende, 4,2% de rendement de l'actionnaire. Intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Le payout ratio nous est calculé à 71%, mais les free cash flows sont plus élevés que les bénéfices nets. On est peut-être à 55%, 60%, donc c'est soutenable à ce niveau, mais ça va pas forcément augmenter beaucoup plus. Bureau Veritas, alors c'est un petit peu cher, mais je pense que ça vaut le coup, parce que c'est un dossier qualitatif, qui a un peu de croissance, qui est plutôt anticyclique, donc moi je pense que c'est pas mal, Bureau Veritas à mettre en watchlist et à aller creuser plus en détail. Ensuite on est sur Eiffage, le concurrent de Vinci, la construction et l'ingénierie, 13 milliards de market cap, 5,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas mal, quand même une petite croissance modérée, 6,4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, donc on est value sur les multiples, en price earning on est à 12, ça c'est pas value comme multiple, mais en ratio court free cash flow on est à 3,8, c'est vraiment pas cher. Il vaut mieux prendre, à mon avis, les free cash flow sur ce dossier qui est plutôt mature et donc qui est en phase de génération de cash. Et on voit 3 fois plus de free cash flow que de bénéfices nets. Du coup, le payout ratio, en fait, il est beaucoup plus faible que ça. On a, alors, si on reprend dans l'ordre, 7,1% de rendement des capitaux investis, c'est convenable pour une société industrielle, française en plus. On rappelle qu'au numérateur du rendement des capitaux investis, on a le profit après taxe, donc les taxes sont assez élevées en France. C'est bien, ce niveau de rentabilité est quand même correct, je trouve. 2,4 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est une activité qui est quand même assez gourmande en capital. Bon, 2,4 fois, c'est un niveau un peu lourd, mais rien d'alarmant à ce niveau. 3,4% de rendement du dividende, ça c'est intéressant. 5% de rendement de l'actionnaire, c'est très intéressant. On a en plus vraiment les moyens de continuer à verser ce rendement d'actionnaire, donc je trouve ça vraiment pas mal. Eiffage à mettre en watchlist et à creuser également. Allez, qu'est-ce qu'on garde dans la liste en fonction du profil, de son profil d'investissement? ArcelorMittal, moi ça me correspondrait. Je suis plutôt deep value en stock picking, donc ça c'est complètement un dossier sur lequel je pourrais investir. Maintenant je suis déjà exposé à l'acier via Jacques Metals, donc c'est pour ça, mais l'un ou l'autre, moi je trouve que c'est plutôt interchangeable. Voilà, c'est pas mal ArcelorMittal. Ensuite, pour un profil plutôt dividende, on va dire plutôt rendement de l'actionnaire intéressant avec des cotes, on prendra Bouygues. On peut même mettre en value, mais il faut quand même analyser les différentes activités. Donc si on veut être plus safe, il vaut mieux prendre du Eiffage. Là on est sur un dossier value et dividende en même temps, donc c'est pas mal. Si on veut être sur un dossier plutôt à nouveau value là et dividende également, on peut prendre du Amundi, je pense aussi. Il faut analyser un peu le dossier. Et Bureau Veritas également, là ça sera plutôt pour un profil croissance, plutôt un profil croissance qualité, plus que dividende, mais quoique, c'est aussi intéressant, avec 4,2% vraiment du dividende, de l'actionnaire, pardon, c'est quand même intéressant. Donc dans cette tranche-là d'analyse, on a quand même 4 dossiers qui valent la peine, à mon avis, d'être analysés en détail. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, si le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.